propos va intéresser les transitions, et plus exactement les transitions qui vont des ressources fossiles aux ressources minérales. Mon propos va donc se diviser en deux temps. J'ai souhaité dans un premier temps vous faire quelques rappels génériques sur ces différents sujets avant de vraiment vous amener justement à, cette bascule vers des ressources minérales. Alors, les ressources minérales, qu'est-ce que c'est? Alors, les ressources minérales, les ressources du sous-sol, du moins, on en connaît différentes, hein. Donc, il y a la première, hein, celle dont on va parler, ce qui concerne les métaux et les minéraux industriels. Il y a aussi tout ce qui est matériaux de construction qui existent dans notre sous-sol. Puis aussi les ressources en eau, qui sont un élément fondamental pour l'homme. Et bien sûr, les ressources énergétiques que l'on considère toujours comme étant le pétrole, le gaz, le charbon, mais aussi l'uranium. Une fois ce petit point passé, alors où est-ce qu'on trouve principalement les ressources minérales? Donc sans faire trop de géologie, hein, je ne vais pas non plus vous abreuver de géologie, les ressources minérales proviennent des zones de concentration anomales, ce qui veut dire qu'il y a une variation dans les concentrations que l'on peut trouver, d'où le terme anomale, en éléments chimiques au sein de la croûte terrestre. Donc on parle dans ces cas-là de gîtes minéraux. Donc ces ressources minérales sont principalement présentées dans des zones de tectonique active. Alors, tectonique des plaques, c'est quelque chose que tout le monde a entendu parler. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre planète est liée par des plaques continentales et des plaques océaniques qui sont liées par des éléments qui sont liés entre elles plus ou moins, puisqu'en fait, on va se retrouver avec des circulations de fluides hydrothermaux qui permettent de lessiver et de reconcentrer des éléments chimiques à travers de différentes zones de failles, on va les exprimer de cette manière-là, et la formation de corps minéralisés principalement dans des veines et des amas. Donc, ce que j'essaie de schématiser, ce qu'on voit sur le schéma qui est sur la droite, c'est voilà, vous avez une source sur laquelle il va y avoir des différents cheminements, soit par le biais de fluides hydrothermaux, soit par la précipitation d'amas, qui peuvent se recomposer au fur et à mesure des pressions et des températures. Alors maintenant, pour revenir à des choses beaucoup plus concrètes pour vous, les ressources minérales au quotidien. Donc là, si j'ai même schématisé le fait que, de moins en moins maintenant, mais on l'avait encore il y a quelques années, même les papiers utilisés pour envelopper les sandwichs ou autres sont composés d'une partie de ressources minérales, il faut le savoir. Alors tout ce qui est production minérale mondiale connue en 2024, bien sûr le fer est un élément prépondérant, avec 1600 mégatonnes de fer. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très important, millions de tonnes, pardon, excusez-moi. Et ensuite, bien sûr, il y a le sable et le gravier industriel, qui sont des éléments plutôt banals pour vous, mais qui sont quand même quelque chose de très important au niveau du monde, dans le monde. Tout ce qui est après, on trouvera, regardez tout de suite vers le plus bas, des choses qui peuvent vous intéresser, ce qui va être les terres rares et le lithium. Ce que l'on voit, c'est que le terre rare et le lithium, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus faible en termes de production primaire mondiale que le fer. Et puis après, pour parler des éléments chimiques présents dans votre poche, on va dire plus ou moins tout ce qui concerne les iPhones et les téléphones portables, dans ce cadre-là, on a mis directement dessous le tableau de la classification de Mendeleïev, qui montre que ces petits éléments qu'on a dans notre poche constituaient d'énormément d'éléments, de substances minérales, comme vous pouvez les voir sur le tableau suivant. Alors, je vais essayer aussi de faire un petit parallèle avec l'utilisation des minéraux dans l'art au cours des siècles, sachant que l'art est quand même un élément important dans ce que l'on doit discuter aujourd'hui aussi. Alors, le fer, il est plus ancien, c'est le minéral qui a été utilisé depuis 65 millions d'années par les néandertaliens, excusez-moi, en excluant les colorants organiques, hein, tels que le charbon qui a pu être utilisé ou la graphite à d'autres époques. Donc, dans ces époques-là, le fer est utilisé surtout dans les tableaux, ou dans les peintures rupestres qui pouvaient être faites. C'était l'ocre, le jaune et le rouge. Ce que j'ai essayé de faire un petit cheminement, ce qui a pu se faire de manière plus récente, hein, par Picasso ou par Van Gogh, hein, on peut le voir directement sur les deux tableaux qui sont présents à votre droite. Et puis ensuite est venu le cuivre, l'âge de fer et du bronze. Donc à cette voie, le cuivre, il ajoute des couleurs, le vert, le bleu principalement, qui sont directement liées à des minerais. Alors, dans les roches, on peut parler de la malachite, et puis on parle aussi de l'azurite bleue et la malachite verte, qui sont deux éléments qui ont été souvent utilisés pour faire ces couleurs. Et puis le plomb, qui aujourd'hui n'est bien sûr plus utilisé ou très peu utilisé, hein, pour son effet de toxicité, mais qui a permis pendant longtemps en fait de faire tout ce qui était la carnation, c'est-à-dire la chair, les visages et les mains, mais aussi en sous-couche dans les peintures à l'huile. Et puis qui a donné lieu au premier rouge vif connu, hein. Maintenant, le blanc de plomb est aujourd'hui remplacé par le blanc de titane, qui présente d'autres caractéristiques, mais qui est aussi lié à un minéral.
Donc, ce document, peut-être ceux qui s'en font ne le verront pas très bien, mais ici, cela schématise les principales substances minérales produites et transformées en France. Donc, globalement, sur les couleurs en jaune, on a tout ce qui est transformé en France. Alors, dessus, on va trouver le zinc, le cuivre, l'argent, un ensemble, le plomb, entre autres, qui peuvent servir à différents éléments en fait, de notre vie quotidienne, qui peuvent être des choses très, très basiques. Hein. On peut avoir des câbles pour tout ce qui est électrique. On peut avoir tout ce qui concerne aussi la partie de ce qu'on fait dans les outils, tout ce qui est outillage. Et puis, il y a tout ce qui est la partie qui est en bleu et en vert, qui sont tout ce que sont les éléments qui sont exploités et transformés. Et pour ce qui est vert, c'est juste ce qui est exploité en France. Donc, exploité, il y en a très peu. C'est-à-dire des mines qui sont en exploitation en France, il y en a très, très peu. Et ça concerne essentiellement des éléments majeurs pour les problématiques nucléaires. Et puis pour ce qui est tout ce qui est la partie en bleu, bon, on trouvera plutôt des éléments qui correspondent plutôt à l'activité, on va dire, de génie civil, puis d'autres éléments de la vie quotidienne, voilà, comme les panneaux photovoltaïques qui peuvent servir également. Maintenant, j'ai passé ce point, on va dire, général d'information sur ce qu'est-ce qu'on entend par minéral. Il est bien de poser aussi les bases de la course aux minerais stratégiques. Alors l'Europe, face au défi de la transition énergétique et de sa souveraineté économique. Euh, alors, il existe plusieurs contraintes sur l'approvisionnement, parce que maintenant qu'on a parlé des substances minérales qui pouvaient exister, il y a différentes contraintes sur les approvisionnements. Donc, il y a une répartition géologique inéquitable des ressources qui induit forcément des conséquences géopolitiques et environnementales et sociales. Donc, le document qui est présenté sous vos yeux sur la production minière en fait dans le monde montre très largement que la Chine a un ensemble de substances présentes au point de vue production minière qui est quand même largement supérieur aux autres pays, mais on trouve aussi d'autres substances dans d'autres pays et pas forcément les mêmes. Donc il y a une forte dépendance de la France, par contre on constate qu'il y a une forte dépendance de la France aux matières premières transformées, notamment chinoises. Donc il y a une vulnérabilité importante en cas de crise, une perte de souveraineté et bien sûr un risque de non-approvisionnement et d'absence de contrôle des prix qui va en découler. Alors j'ai souhaité dans cette flex rappeler quelques éléments de crise en cascade qui ont été de plus en plus rapides. Donc la première, celle qu'on peut considérer comme étant le point de départ en fait, de cette notion de ressources minérales qui devient de plus en plus critique, voire stratégique. Bon, en 2010, il y a eu justement la crise des terres rares, qui a dit, pour donner quelques éléments, sachez que la Chine, depuis 1986, par un projet qui s'appelait le 863, avait défini 7 industries qui étaient pour elle de pointe, sur lesquelles il devait justement avoir un leadership. Dedans, les terres rares en faisaient partie. Donc dans ce cas-là, les Chinois ont travaillé avec tout ce qui est un dumping, on va dire d'abord économique puis environnemental, pour pouvoir maîtriser complètement ces différentes industries de pointe. Donc le scandale qu'il y a en 2010, c'est par rapport à une zone qui s'appelle les îles de Senkaku, en 2010, où c'est une zone, comme on peut le voir là, où les frontières ont toujours été discutées entre la Chine et le Japon. Et dans ce contexte-là, il y a un des bateaux qui avait été justement, qui avait fait l'objet justement de quelques réprimandes par les Japonais. Et suite à cela, les Chinois ont décidé de ne plus fournir en terres rares justement les Japonais pendant un laps de temps qui d'ailleurs se fournissait en terres rares à 81% auprès de la Chine. Vous comprenez bien que pour le Japon, ça a été un élément vraiment important, une baisse économique notable. Ensuite, en 2020, bien sûr, la pandémie, on ne va pas revenir dessus avec le Covid, qui a bien montré les limites de la mondialisation dans certains cas. Et puis, en 2021, Evergreen, vous vous rappelez, le bateau qui a bloqué le canal de Suez, qui a aussi fait l'objet justement d'un blocage global sur certaines substances. Et puis, la guerre en Ukraine, je ne vais pas revenir dessus, elle est toujours ici depuis 2022. Et les crises de l'énergie consécutives aussi aux problématiques énergétiques qu'il fallait résoudre. Et depuis 2023, la Chine a continué sa politique dans laquelle elle a commencé à rendre beaucoup plus rare et en mettant des quotas sur certaines substances, qui ont encore plus amené à cet état de crise mondiale sur ces ressources minérales. Et puis 2024-2025, juste pour faire un exemple avec tout ce qu'on a pu voir sur l'appropriation des ressources minérales, et puis aussi sur la partie du Groenland, qui a été un sujet dernièrement sur lequel on pouvait se poser la question quel était l'intérêt du Groenland au niveau mondial au point de vue des ressources minérales.
On peut dire qu'au Groenland, 10 à 20% de terres rares pourraient se trouver à l'échelle mondiale, ce qui est quand même relativement important. Mais aussi, il y a de la graphite, du lithium et du cobalt. Voilà ce qui peut donner déjà des éléments qui pourraient montrer que ces différentes crises qui se succèdent année après année montrent de plus en plus que les ressources minérales sont un élément d'importance. Ensuite, il faut parler d'autres éléments qui sont importants. La production qui est importée à fort impact, qui a un fort impact environnemental et social aujourd'hui. Donc, beaucoup de pays, dont la France, hein, ont renoncé depuis pas mal de temps à développer l'activité minière. Mais pour autant, l'activité minière existe toujours dans différents pays du monde. La première illustre beaucoup le travail des enfants, hein, qui est souvent utilisé en République du Congo sur le cobalt. J'y reviendrai tout à l'heure, mais le cobalt est un élément très important aujourd'hui. Et les rejets miniers acides qui peuvent se faire aussi au travers de mines en exploitation. Et puis, on a montré une vue satellite d'une mine de terres rares en Chine, hein. Alors, ce n'est pas pour focaliser sur la Chine, mais c'est quand même celles qui ont les plus grosses mines aujourd'hui, qui montre que sur une échelle, vous voyez que le petit trait que vous avez en bas, c'est 5 km. Vous vous rendez compte de l'importance de ce type de mine au niveau de l'impact environnemental et paysager. Donc, c'est un problème éthique, hein. Le transfert des impacts à d'autres populations et des pays alimente souvent en plus des conflits. Donc, il est quand même important de l'avoir tous à l'esprit. Donc maintenant, je vais dire vraiment ce qui fait l'objet du propos d'aujourd'hui. Je voulais vraiment introduire l'ensemble des éléments avec ces différents éléments de compréhension. Donc sur ce qui est des hydrocarbures aux métaux. Alors, donc comment on va passer justement de l'ère des hydrocarbures, du carbone, du carbone aux métaux. Donc là, la slide que je vous présente aujourd'hui, à 2020, ce qu'on estime pour la répartition des consommations finales totales d'énergie par secteur énergétique. Donc là, on voit très clairement que les ressources fossiles sont 63% des ressources colossales et les ressources électriques 22%. Je laisserai un peu de côté les autres éléments qui paraissent beaucoup plus négligeables à cette échelle-là. Et dès 2050, si on raisonne sur justement ce que nous a donné le GIEC, hein, sur les scénarios du GIEC, 1,5 degré, je vous rappelle que 1,5 degré semble déjà dépassé aujourd'hui, on s'acheminera de toute manière vers une consommation en énergie fossile qui devra aborder les 12%, vraiment en mettant en pratique ce qui est amené par le GIEC. Et on serait sur 51% d'électricité, avec 16% de biomasse, 14% d'hydrogène et d'autres énergies qui peuvent exister à 7%. Mais globalement, la consommation énergétique baissera. Elle arrivera à 94% de ce qu'elle était en 2020. Donc on est à la fois dans une ère qui va permettre qui demande, si on veut respecter ce qui est demandé en fait, hein, par la nature, hein, si on veut vraiment avoir des scénarios qui nous permettent justement de continuer sur cette planète en n'épuisant pas trop les ressources, de rester dans ce contexte-là, il faudra diminuer et en même temps changer nos pratiques. J'ai aussi mis en avant le monde numérique, puisqu'on a deux mondes qui se croisent. On a une transition écologique, mais aussi on a une transition numérique qui se produit dans le même temps. Donc, dans cette transition numérique, elle est très riche, elle demande beaucoup de consommation en matériaux, en minerais. Bien sûr, tout ce qui concerne Internet, c'est avant tout un réseau physique, il ne faut jamais l'oublier. C'est un ensemble de câbles et de câbles qui demandent beaucoup, justement de minéraux. Alors, après, les quantités de données stockées, elles explosent également. C'est des data centers qui eux-mêmes sont consommateurs de beaucoup aussi de millions. Et puis, les objets connectés sont riches en métaux, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et puis, le monde numérique consomme une part croissante d'énergie. Donc, également, l'énergie va être amenée beaucoup plus par l'électrique que par d'autres éléments. Donc, en même temps, tout ça va dans le même sens. Donc, on résume dans un schéma assez simple, transition énergétique et écologique, transition numérique, croissance démographique et croissance de consommation, avec des continents qui vont peut-être plus se révéler par rapport au siècle passé. L'ensemble de ces technologies, comme on peut le voir depuis les années 1700, a fortement influencé le tableau de Mendeleïev. Si on part de la période des moulins et qu'on arrive maintenant aux périodes numériques, avec des éoliennes et un ensemble d'éléments ou de panneaux solaires, on se rend bien compte qu'on multiplie, on est en très forte croissance exponentielle sur ces besoins en métaux mineurs ou rares. Voilà. Donc, en plus avec une exigence de pureté. Bon, les transitions énergétiques et numériques symbolisent des ressources similaires. Ça, par contre, il faut le savoir. C'est-à-dire que je vais parler des deux éléments. Il faut savoir qu'il y a souvent des éléments de similarité entre les deux. Donc, le tableau, encore une fois, de Mendeleïev,
Bon, le but n'est pas de comprendre tout le tableau, mais c'est bien de voir qu'on parle souvent d'éléments critiques et d'éléments stratégiques. Bien sûr, les éléments critiques, on le comprend, c'est une forte criticité ou très forte criticité. Par contre, tout ce qui est éléments stratégiques, c'est des éléments qui sont non critiques aujourd'hui, mais qui vont devenir stratégiques dans les années à venir. Donc l'ensemble justement de ces ressources minérales doit être regardé au travers de ces deux critères, critiques et stratégiques. Et on a colorié dans le tableau tout ce qui considérait les transitions énergétiques et les transitions numériques avec une couleur bleue, afin de comprendre un peu mieux comment tout ça semblait, mais on se rend bien compte qu'on n'a plus qu'un début d'arc-en-ciel qu'autre chose. Donc on va mesurer dans ce cas-là la vulnérabilité et la probabilité de défaut d'approvisionnement en essayant d'estimer en fait chacun comment il va être en termes de diversité, de quantité, de conflit d'usage, afin de pouvoir mettre en place soit une politique sur des éléments critiques ou stratégiques. Alors maintenant qu'on a cité quelles étaient les deux sources qui amenaient à ce que l'on risque peut-être un jour de manquer de certaines substances minérales, il est bien de regarder, on parle souvent des terres rares. Ce que vous voyez en rouge dans le schéma qui est là, dans le cheminement qui est en rouge, montre la partie terres rares et voir comment elle est utilisée. Ben là, vous voyez, ces deux segments en fait sont très importants sur la partie renouvelable et mobilité. C'est-à-dire qu'ils sont deux éléments fondamentaux justement de notre avenir. Sur la partie énergie renouvelable, les terres rares représentent, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois me souvenir que pour les éoliennes, ça peut représenter jusqu'à 400 kg, pour donner un élément, de terres rares par éolienne. Et sur la mobilité, je ne sais plus exactement. Donc, ce schéma n'a qu'un seul intérêt, c'est de bien montrer sur quelles substances nous sommes plus vulnérables. Donc c'est d'abord les terres rares, ensuite un ensemble de substances qui peuvent correspondre au magnésium, au germanium, au nobium, qui sont encore des éléments qui peuvent être proches des terres, mais qui ne sont pas des terres rares pour la plupart, sur lesquels on a exactement les mêmes besoins, et même sur d'autres espaces où on pourrait justement en manquer. Donc vous voyez, tout ça est assez nourri de différents besoins. Alors si on regarde les évolutions de manière un peu plus, de manière zoomée. Alors le lithium dont on parle beaucoup, le lithium j'ai une coupure. J'ai une coupure de partage d'écran, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, oui. Je suis désolé, il va falloir que je retrouve. Attendez, là, je ne sais pas pourquoi. Mon fichier a été coupé. Je m'excuse. Il faut repartager. Non, mais il n'y a pas que ça, j'ai une coupure de PowerPoint, carrément. Donc, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais revenir. J'arrive. J'y suis. Je repartage. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Mais on voit souvent la couverture. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, mais c'est la couverture. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé, je ne sais plus du tout. J'arrive. Voilà. Nous étions là, voilà. Voilà, et j'étais ici, et j'allais arriver ici. Donc, désolé, hein, voilà. Si on parle du lithium, on voit très clairement qu'entre 2030 et 2050, on a une évolution qui est absolument croissante de manière très importante, mais pas seulement. Le graphite, le cobalt, éventuellement pour des éléments de terre rares, et puis sur le nickel, on a également des évolutions qui sont de manière très très importante. Donc ça, c'était pour montrer comment sur les mobilités d'énergie renouvelable, certaines substances allaient devenir très critiques et qu'il fallait forcément avoir des mines supplémentaires puisque la consommation va être plus importante que ce qu'aujourd'hui on peut fournir. Pour donner un exemple encore plus concret, les batteries par exemple, un enjeu majeur en termes de ressources minérales. Donc, ce qui est important à regarder sur le schéma que je vous présente là, c'est celui de gauche, où on peut voir qu'en fonction des différents fabricants de teneurs en métaux des cathodes, qui sont des éléments principaux des batteries, on peut avoir différents composants qui rentrent en ligne de compte, entre le lithium, le manganèse, le nickel, le cobalt ou même le phosphore. On voit qu'on a des choses qui sont très disparates. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément avec des fabricants de batteries de cathodes qui ont la même nature de fabrication.
Donc tous ces éléments-là nous permettent de dire qu'entre le fait d'exploiter un matériau, d'après d'en faire des cellules, puis des modules, puis un circuit électrique, puis après venir le fixer dans une batterie, on a dès le départ justement un choix qui est fait au niveau des matériaux qui vont constituer. Donc ça, c'est un élément important. Il faut savoir que les technologies majoritaires à ce jour sont le lithium et l'ion. On va dire dans ces cas-là qu'on va avoir une cathode avec du nickel, du magnésium, du cobalt et puis du lithium. Et puis on va faire une électrolyte en lithium. Donc ça, c'est juste schématiquement montrer ce que ça peut devenir dans les années à venir. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, d'après l'évolution rapide des technologies, si vous voyez ce schéma qui est très coloré, montre que dans l'évolution des parts de marché des différentes chimies de batteries pour véhicules particuliers, on peut avoir des évolutions très importantes, c'est-à-dire même des évolutions de batteries qui peuvent devenir majoritaires à un moment donné, à qu'elles étaient minoritaires à un moment donné. Donc en même temps, on ne peut même pas fonder un raisonnement sur une typologie de batterie qui resterait de manière constante dans les années à venir. Alors, un marché minéral sous tension. Alors, comment est-il sous tension, ce marché minéral? On l'a un peu vu tout à l'heure, on va le préciser. Alors, on décide de sécuriser les approvisionnements. On l'a dit tout à l'heure, c'est important. Mines plus industrie de transformation, qui sont deux éléments indispensables pour pouvoir maîtriser une ressource. Donc, là, bien sûr, il faut une mobilisation, dans notre cas, de l'Union européenne pour reconquérir la souveraineté. Et puis, des projets qui doivent être logiquement très importants pour pouvoir le faire. Du moins en gigafactory, afin que tous les pays puissent contribuer à l'effort, puisque, on l'a vu dès le départ, la répartition des ressources n'est pas homogène. Donc, on doit justement tous contribuer à un effort. Dans ce cadre-là, il y a près de 400 projets annoncés en Europe. Par contre, je vous demande juste de bien regarder le schéma et de bien regarder que vous voyez qu'il y a certains pays qui ont avancé très très peu de schémas de projets miniers. La France en fait partie et l'Italie en est un autre. Donc ça veut dire qu'on a en Europe, beaucoup de pays ont essayé de relancer le côté minier sur certaines substances afin de pouvoir justement satisfaire à ses besoins, ce qui n'est pas le cas partout. Mais la France est en train d'y venir, doucement. Donc, je vais essayer de schématiser là dans le schéma d'une batterie toujours, qui me paraît être l'élément important pour que tout le monde comprenne bien. Donc, entre l'exploitation du matériau, les process, les composants et tout ce qui paraît-il assemblier, ben, c'est assez simple de comprendre qu'au départ, sur la présence des différents matériaux constituant une batterie, globalement, plusieurs pays peuvent le faire. Voilà, peuvent le faire globalement. On voit qu'on a des composants bien sûr majoritaires en Chine, mais pas qu'en Chine. L'Amérique latine en a, l'Afrique en a, voilà, d'autres pays en ont. Mais on se rend compte que dès qu'on avance dans les process de fabrication jusqu'à la partie assemblier, on se rend compte qu'il y a plutôt évidemment qu'un seul pays qui est majoritaire, avec le Japon, qui malgré peu de ressources disponibles, arrive à s'est positionné depuis longtemps sur les process et les composants, mais qui ne s'est pas posé sur la partie assemblier. Donc ça, c'est un élément majoritaire de compréhension, parce que rien que sur une batterie, on se rend bien compte que nous ne sommes pas tous égalitaires dans le monde par rapport à cette utilisation. Ensuite, sur la chaîne de valeur complexe où l'Europe est fortement dépendante, la production minière engagée et en demande primaire. Donc là, les trois schémas pour bien les comprendre sur le cuivre, le lithium et le cobalt. Bon, juste pour bien comprendre, la ligne rouge que vous avez, ça serait le scénario. Ça serait le scénario qu'il faudrait, en termes de développement durable, qu'il faudrait conduire pour répondre aux besoins du futur. La ligne en jaune, ça présente aujourd'hui les scénarios politiques qui sont annoncés. On se rend bien compte que sur le cuivre, on n'en est pas loin, mais sur le lithium et le cobalt, pas du tout. Et puis après, vous avez les productions en concentration et en exploitation. Alors, en concentration, c'est la partie claire que vous voyez dans la partie l'air qui est en vert bleuté, excusez-moi, vert bleuté. Cette partie-là, c'est ce qui serait en construction. Et ce qui est dans l'autre cas, ce qui est en plus foncé, ce serait ce qui est en exploitation. Voilà. Mais on voit déjà qu'on est quand même encore beaucoup plus faible que annoncé par ce qu'on exploite aujourd'hui. Donc forcément, tout ça va générer des tensions croissantes. Et puis en plus, la forte volatilité des prix. Donc je vais un petit peu revenir sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la partie depuis 1986, sur le dumping qui a été mené par la Chine sur certaines substances, qui a été assez bien mené. Il a été mené d'abord sur des éléments de dumping économique, en baissant les coûts pour fermer la concurrence. Une fois que la concurrence était fermée, on remonte les coûts. Une fois qu'on a remonté les coûts, on arrête de donner justement
les substances à certaines personnes en donnant ces denrées rares et on augmente les prix. Et d'un moment, on fait un dumping environnemental non masqué sur lequel on démontre que la mine, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et dans ce cas-là, d'un seul coup, plus aucune mine ne s'ouvre dans le monde. Par contre, les Chinois en ouvrent toujours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un dumping économique et environnemental qui existe depuis 1986 dans le monde. Ensuite, c'est la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement qui requiert de la maîtrise de l'ensemble des étapes. Donc le schéma du haut, le regardez juste pour la couleur. Donc là, vous avez l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement sur un ensemble d'éléments. Alors pas forcément les batteries. Où là, on se rend bien compte que ce qui est rouge, bah, je suis désolé d'en parler toujours, mais c'est encore la Chine qui a su se positionner sur l'ensemble des éléments, alors qu'elle est pas si autant positionnée sur la partie minière, qui est le premier élément. En A et B, sur mining, on se rend bien compte que la Chine est présente, mais pas plus que d'autres pays, dans certains cas, et par rapport aux ressources que je vous identifiais au départ, ce n'était pas le cas. Après, le schéma qui est le plus intéressant, c'est celui qui est dans le bas, qui vous montre le parcours du lithium depuis son exploitation au Chili, et le parcours que ça peut faire pour arriver jusqu'en Europe. Puisque bien sûr, le lithium qu'on utilise vient probablement plus de la Chine que d'ailleurs. Donc on a un parcours de 50 000 kilomètres à la fois de la Chine qui passe après par le lithium qui va être sous sa forme hydroxyde, qui va devoir faire l'objet d'un traitement aux États-Unis, qui après passera par le Japon pour la fabrication des cathodes, et puis ensuite pour la partie des batteries en elles-mêmes, par la Corée du Sud, et puis après pour les packages de batteries, l'assemblage des batteries, qui va passer une nouvelle fois par les États-Unis, qui ensuite finira dans des voitures qui peuvent être après commercialisées en Europe. Voilà un peu le parcours du lithium pour arriver dans des voitures électriques vendues par les Américains en Europe. Grande part, les matériaux stratégiques ne sont pas extraits pour eux-mêmes. Ça, il faut le savoir. C'est un élément que je vous rajoute par rapport au début. Bon, alors, le schéma de gauche, quand vous aurez le temps, vous le regarderez, mais ce qui est important, c'est sur la droite. Ce qui montre bien que quand on exploite tous ces nouveaux minéraux que l'on se doit d'exploiter au jour d'aujourd'hui, sont souvent des minéraux qu'on va retrouver en association avec une exploitation principale. Par exemple, le fer, qui a été exploité depuis beaucoup d'années, aujourd'hui, vous le voyez sur la petite partie qui est en jaune, vous voyez après en quoi il peut produire du zinc, du cuivre, du chrome, l'aluminium, un ensemble d'autres éléments, puis d'autres un peu plus négligeables, et aussi encore d'autres éléments jusqu'au cobalt, molybdène, etc., éteint. Donc, à partir d'une exploitation d'un élément majeur, on peut avoir des éléments plus mineurs, dans le sens où on en a peut-être moins besoin en quantité, mais qui sont beaucoup plus critiques pour justement notre développement. Donc, dans ce cas-là, la production de tout ce qui concerne justement ces matériaux critiques, bah là, ce schéma illustre à peu près tout ce que je viens de dire depuis le début. Bon, on se rend bien compte que cette nouvelle géopolitique fait l'objet justement nous fait peut-être mieux comprendre ce qui se passe dans le monde depuis quelques années, si je peux me permettre de faire un argument sur ce point-là. On a justement un changement global de mode de vie, de mode des richesses, qui va faire forcément l'objet de basculement de nouvelles géopolitiques. Dans ce cas-là, la France et l'Europe ont perdu leur souveraineté minérale. Faut jamais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le rappelle. Donc on a une forte dépendance face à des enjeux éthiques. Et en plus avec des enjeux éthiques. Donc la carte mondiale que je vous présente ici montre la France a quand même justement un leadership sur deux éléments qui sont l'hafnium et l'indium. Alors pour l'hafnium qui est plutôt utilisé dans des composants correspondant aux centrales nucléaires, vous comprendrez pourquoi c'est un élément majeur pour nous. Mais dans tous les autres cas, nous ne sommes absolument pas leaders en France, à part l'Espagne pour le strontium en Europe, la Finlande et la Norvège, même si la Suède dispose de certaines mines qui peuvent être intéressantes dans l'avenir, ou même comme la France avec le lithium, nous ne sommes pas leaders du tout d'une grande partie des substances minérales qui sont utilisées dans le monde. Donc 78% du lithium Europe provient de Chili, 70%, plus de 70% des platinoïdes d'Afrique du Sud, 70% du cobalt de République démocratique du Congo et 99% des terres rares de Chine. Je crois que ces quatre éléments-là font mieux comprendre pourquoi on a un impact fort sur la géopolitique. L'absence d'industrie minière extractive a modifié le regard de la société, surtout en Europe et principalement en France, où désormais il est très compliqué d'ouvrir une mine si on ne fait pas attention à des problématiques éthiques qui pourraient toucher d'autres pays, ou le travail des enfants, comme vous voulez montrer là, ou des problématiques de pollution. Dans ce cas-là, alors c'est Chine qui a compris depuis longtemps comment elle se positionne.
parce qu'on peut aussi critiquer le positionnement de la Chine, dans le sens où on se dit si c'était des substances minérales qu'ils exploitaient sur leur territoire, en faisant attention à les exploiter, ce ne serait pas du tout un problème en soi. Mais il faut savoir que la politique justement de chinoise a beaucoup été axée vers la Chine. On comprendra mieux pourquoi les Chinois sont beaucoup intéressés à l'Afrique depuis beaucoup d'années, en essayant justement d'aller pouvoir investir sur des substances minérales qui existaient peu ou pas sur leur territoire. Et vous regarderez dans ce dessin qui est présenté de l'Afrique, où on a souvent l'or. Oui, l'or est souvent associé, est un produit associé à d'autres substances. Et donc forcément, cette association d'or, avec le prix de l'or aujourd'hui, intéresse beaucoup de miniers pour ouvrir des mines dans le monde entier, et surtout en Afrique. Et là, le schéma de gauche présente ce qu'on a déjà dit sur ce que représente la Chine dans le monde. 45% des matériaux critiques du monde viennent de Chine, et le reste est dispatché de manière assez claire, et même les États-Unis ne sont pas forcément beaucoup plus importants que d'autres pays à cette échelle-là, ce qui peut paraître étonnant. Pour ce qui est maintenant, prenons un autre axe qui c'est anticiper et sécuriser l'accès aux ressources. Parce qu'une fois qu'on a fait ce constat, il faut quand même regarder comment les choses pourraient évoluer. Donc on a depuis janvier 2022, il y a eu la remise du rapport Varin au gouvernement qui apprenait la reprise d'un inventaire minier national. Donc dans ce cas-là, en septembre 2023, on annonce la mise à jour d'un inventaire national par le président de la République. Et puis en mars 2024, l'approbation par la Commission européenne du règlement sur les matières premières stratégiques. Voilà, le CRM Act, comme on appelle au niveau européen. Donc avec des exigences sur 10% des matières premières consommées dans l'Union européenne qui soient exploitées localement, 40% qui soient traitées dans l'Union européenne et 25% qui doivent provenir du recyclage. Très important le recyclage, un élément dont je reviendrai dessus tout à l'heure. Établir une liste évolutive de 34 matières premières critiques, dont 17 jugées stratégiques. Ça oblige donc les États membres à réaliser une actualisation de leurs inventaires miniers d'ici 2030. Avant de commenter ce slide, je rappellerai que la France, il y a maintenant presque quarantaine d'années, a déjà fait un inventaire national des substances, alors qui était plus resserré, on le verra tout à l'heure, mais voilà, donc ce n'est pas la première fois que nous faisons un inventaire. Alors, pour ce qui est de la nécessité de sécuriser la chaîne d'approvisionnement en ressources minérales stratégiques, ça passe par 4 grands points. Le premier, c'est développer l'intelligence de la chaîne de valeur minérale avec bien sûr des scénarios. Pour ça, il fallait se doter d'un observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles, qui s'appelle l'OFREMI, afin de vraiment définir des stratégies et définir des grands ensembles. Et puis, développer l'économie circulaire, c'est-à-dire recyclage, gestion des déchets, industriels, qui est quelque chose de prépondérant si on veut avancer sur d'autres paramètres. Développer une industrie minière responsable. Alors, on y reviendra tout à l'heure pour dire ce qu'on entend par responsable. C'est bien sûr responsable par rapport à des problématiques éthiques, je crois qu'on peut prendre ou même environnementales. Et puis, le quatrième point, c'est la diplomatie des ressources minérales. Ben oui, il va falloir forcément construire des relations avec d'autres pays vis-à-vis justement de ces ressources afin d'avoir un partenariat stratégique au niveau de l'Union européenne. Donc, pourquoi lancer cette nouvelle inventaire? Parce que si on dit qu'il y en avait un qui avait été fait il y a 40 ans, pourquoi on doit le refaire? Eh ben, l'inventaire initial, il vient des années 75-95, qui était vraiment confié par l'État au Berghem, je m'en excuse, voilà, je ne suis pas là pour parler que du Berghem. Et il était centré sur la métropole, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie. Alors l'objectif, il portait principalement sur 22 substances, qui étaient vraiment des substances, des métaux non ferreux ou d'alliage, qui étaient à l'époque les principaux éléments critiques, on va dire, qui intéressaient justement l'État français. Donc il était beaucoup plus restreint que ce qu'on attend aujourd'hui. Donc il y a bien sûr une obsolescence de cet inventaire. Il couvrait que 20% du territoire en plus, et puis on peut le voir sur le schéma là, les massifs anciens, massif central, massif arforicain, puis les chaînes de montagne, sont des territoires justement favorables justement à ces substances minérales. Et en même temps, les méthodes, alors je vous dirai ce que c'est la géophysique tout à l'heure et puis la géochimie. La géophysique, c'est comme l'échographie du sous-sol, et la géochimie, c'est aller sur le terrain et aller prélever des éléments. Donc sur la géophysique, les méthodes ont évolué. Avant, on pouvait, avec un avion, pouvoir examiner à 300 mètres de profondeur s'il y avait quelque chose d'anormal. Mais maintenant, on peut aller à plusieurs kilomètres, 1 kilomètre, quelques kilomètres, plus d'un kilomètre, pour pouvoir le faire. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant et ça nous amène beaucoup plus d'informations. Et pour ce qui est de la prospection géochimique,
Elle avait déjà fait l'objet de pas mal de prélèvements, mais les techniques analytiques aujourd'hui ont beaucoup évolué. On peut mesurer des paramètres de manière beaucoup plus fine au niveau analytique. Donc, comment se passe aujourd'hui cet inventaire, puisque ça faisait l'objet de la fin de mon propos. Bon, l'inventaire national, il a commencé fin 2024. Voilà, il est depuis cette année. Et pour vous dire, bon, c'est le BRGM Export dont je suis le directeur général qui est en charge de ce bel inventaire. Donc, il concerne essentiellement pour l'instant 5 régions, on va dire, 5 chantiers principaux. Les Vosges, le Massif central, le Morvan-Brévennes, les Pyrénées, la partie de la Montagne Noire et des Cévennes, et la Guyane, sur la partie nord de la Guyane. Bien sûr, pas en forêt amazonienne. Donc, ça va faire l'objet d'une profondeur d'investigation en géophysique qui est absolument non contrainte pour l'environnement, puisque simplement, il n'y a pas d'ondes perturbantes ni quoi que ce soit, c'est simplement un examen tout à fait banal qui va permettre d'avoir des informations de plus d'1 kilomètre de profondeur et d'analyser 65 substances critiques et stratégiques. Il y en a 80 dans le tableau de mon LIF, ça doit vous donner à peu près l'idée de ce qu'on est en train de faire en termes d'inventaire des substances. Alors pour quelques chiffres, hein, je n'ai pas là pour parler de chiffres, mais pour vous rendre compte de ce que ça représente, c'est un budget de 53 millions sur 5 ans pour l'État, avec un financement public, bien sûr, ce sont nos impôts, il faut bien se le dire, et qui a démarré en juillet 2024. Pour ce qui est de la stratégie d'acquisition des données, alors on a différentes choses, et donc pour avoir un élément très économique, le but c'est quand même de se servir de ce qui a été fait par nos anciens. Nos anciens, ce qu'ils ont très bien fait les choses il y a 40 ans, c'est qu'ils ont gardé des piluliers avec des échantillons. Et ces piluliers, on les a toujours en stock depuis 40 ans. Donc on est en train de réanalyser ces piluliers, puisqu'il est assez en quantité pour faire les 160 paramètres. Donc c'est ce que l'on fait en premier lieu, pour essayer de limiter nos interventions à la fois sur le terrain et de nouveaux prélèvements. Donc un deuxième choix, c'était de faire de la réanalyse, donc c'est réanalyse géochimique, hein, d'échantillons historiques, et puis l'autre, de faire des nouvelles campagnes de données. Donc les campagnes géophysiques, donc elle vous l'a dit, c'est aéroporté, et puis il peut y en avoir éventuellement au sol, et puis des campagnes géochimiques, qui sont des prélèvements de sédiments par méthode manuelle dans des ruisseaux. Et après, bien sûr, il y aura une interprétation, une valorisation avec des cartes d'anomalies. Alors en quoi ça consiste? C'est bien d'abord de savoir de quoi on parle. Donc c'est bien, quand on parle de géophysique, c'est des hélicoptères, c'est des avions qui vont faire des lignes de vol à 80 mètres de hauteur, et qui vont, à partir de ces lignes de vol, faire des différentes mesures. Donc, c'est un terme peut-être un peu barbare pour certains. Pour certains, on parle de spectrométrie gamma et de magnétisme aéroporté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des éléments, c'est différentes méthodes de géophysique qui vont nous permettre de justement détecter la présence ou non justement d'amas ou de filons ou d'éléments qui pourraient présenter quelque chose de différent, disparate ou d'anormal par rapport à d'autres milieux. Donc, dans ces cadres-là, il faut suivre le relief et passer à 80 mètres de hauteur. Pour ce qui est de la géochimie, pour rassurer tout le monde, et les photos parlent d'elles-mêmes, on est vraiment sur du prélèvement qui correspond à des prélèvements d'érosion qui va se retrouver dans des ruisseaux qui sont eux-mêmes liés à des bassins versants, qui nous permettent comme ça justement de caractériser la présence ou non de concentration qui serait anormale par rapport à d'autres dans ces fameux sédiments fins. En fait, on prélève de la boue à longueur de temps, et on fait un contrôle qualité de ces éléments-là pour être bien sûr que ce que l'on fait est bien représentatif. Et voilà, il y a un maillage qui est fait, il y a une carte ici qui correspond à, on va dire, je ne sais pas, ça ne correspond même pas à 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine de communes. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de prélèvements qui sont faits à chaque fois. Donc tout ça pourquoi? Parce que le nouvel inventaire, elle se construit sur une phase d'abord d'exploitation stratégique. Puisque bien sûr, avant d'arriver à une mine, on passe d'abord par une phase de savoir si stratégiquement il y a des anomalies ou pas. Après, on va regarder si on trouve des indices. Après, on va passer dans des études conceptuelles avant d'arriver à la phase justement plutôt d'études de préfaisabilité ou d'études de faisabilité qui peuvent conduire à une mine, mais qui ne seront plus là dans les mains justement d'un établissement public, mais ils seront dans les mains de sociétés qui, elles, mettent en place ce genre de choses, à moins que l'État veuille prendre d'autres considérations. Il faut savoir que la durée est entre de 17 ans en moyenne pour justement la mise en place d'une mine. On parle souvent de 25 ans si on veut tout globaliser avec le temps d'étude, mais globalement c'est très très long le temps minier. Donc sur ces points-là, et bien sûr, plus on avance dans les phases, plus c'est des éléments qui sont très coûteux. Donc avant que ce soit très coûteux, il faut bien réfléchir à ce que l'on fait et définir des processus et bien sûr investir dans l'innovation technologique de pointe. Ça ne se fera pas sans cela.
Dans ce contexte-là, une fois qu'on a mis en place de la donnée géologique, de la donnée géochimique et de la donnée géochimique, et que tout ça va rentrer dans une grande boîte qu'on peut considérer comme pas forcément de l'IA, mais qui sera à la fois un regard d'analyse, un regard d'expert, un regard l'intelligence artificielle a aussi son rôle à jouer pour permettre de gagner du temps et de permettre de pouvoir modéliser un ensemble d'informations qui sont présentes aujourd'hui à la fois en format papier et à la fois en format, on va dire, numérique, pour nourrir au mieux cet inventaire et ces cartes d'anomalies. Un exemple ici qui pourrait être montré sur la favorabilité du lithium dans certains secteurs. Voilà, j'y reviendrai après. Donc l'Europe dispose également de ressources importantes et diversifiées, puisqu'il n'y a pas que la France dans ce cadre-là, hein, c'est un projet européen. Donc on le voit sur cette carte, pas besoin d'aller plus loin, on se rend bien compte qu'il y a quand même des possibilités, il y a pas mal de ressources qui seraient disponibles au niveau de l'échelle européenne, en complémentarité, et alors bien sûr, les pays qui sont les plus à la pointe sur avoir maintenu une activité minière pendant des années, c'est les pays scandinaves, la Suède en fait partie. En France, nous avons des ressources d'importance telles le lithium qu'on peut trouver du côté des facières, qui est un élément, on va dire, peut-être d'importance au moins européenne dans les années à venir, entre autres. Et voilà, donc on a quand même des choses à mettre en œuvre et des choses à faire. Alors, ouvrir une nouvelle mine, un défi de plus en plus complexe. Bah oui, je pense que tout le monde ne veut pas une mine à côté de chez lui, n'a pas envie de voir une mine apparaître, un endroit pour détruire quelque chose, un paysage ou autre. Bien évidemment, il faut savoir que déjà l'activité minière a beaucoup évolué depuis pas mal d'années, puisqu'aujourd'hui la plupart de l'activité minière se fait en souterrain. Vous voyez la photo de droite qui le démontre assez bien. Une mine aujourd'hui, ça ne se voit pas. Si ça est bien fait, ça ne se voit pas. Elle est en profondeur. Alors on va me dire, ça ne se voit pas, mais il y a des sous-produits, mais il peut y avoir des polluants, mais il peut y avoir un ensemble de choses. Oui, c'est vrai, je pense qu'une mine qui n'amène aucun sous-produit et qui ne pollue absolument rien, je serais menteur de le dire. J'ai moi-même travaillé dans le site des sols pollués pendant des années, j'ai eu une activité environnementale, donc je sais exactement de ce que ça veut dire. Donc, il faut réduire l'impact environnemental avant tout de chaque minerai. Donc, la décarbonation, le recyclage de l'eau, la réduction des intrants et des choses qui sont importantes dans une mine souterraine. Donc, ça veut dire que rien ne se fera sans qu'il y ait justement des développements de recherche importantes sur ces sujets-là, ou du moins afin de minimiser au maximum l'impact, parce que je dis bien minimiser au maximum, parce qu'il ne pourra pas avoir zéro impact. Sachez qu'une pollution commence à partir du moment où on fait tous les jours au même endroit la même chose, que ce soit quoi que ce soit. Donc, voilà. Nécessité d'associer des populations locales, bien sûr, tout ça ne se prend pas sans que les populations locales le comprennent. Et moi, je combats souvent cette idée de l'acceptation. On ne fait pas accepter les gens à une idée qu'ils n'ont pas. On les aide à comprendre mieux quelque chose afin qu'ils puissent considérer que même s'ils n'acceptent pas, ils puissent comprendre l'intérêt. Et puis après, la nécessité de développer des normes pertinentes et fiables. Bien sûr, la taxonomie verte et due diligence sont des soutiens très importants pour développer ce type d'activité dans l'avenir. Alors, développer des partenariats stratégiques, bien évidemment, c'est-à-dire que si on en développe, ils ne pourront pas se faire sans avoir vraiment une notion éthique des choses. C'est plus de trouver des partenariats et de faire que parce qu'on n'a pas envie de travailler avec certains pays, il faut le faire avec des pays qui sont capables justement de mettre en place des politiques éthiques qui nous ressemblent, et pas le faire forcément avec d'autres pays qui n'auraient pas du tout donc toute cette captation de ressources qui va être importante se fera pas sans un soutien au développement local de notre part quand on le fait avec des pays qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que les pays européens pour le faire. Et je vais bientôt finir mes propos. Bon, pour ce qui est d'une nouvelle législation, je l'ai déjà parlé tout à l'heure, mais je le redis quand même maintenant. Donc, ce que j'ai dit sur les 10, 40 et 15% de recyclage, et puis aussi sur il faut que 65% de notre consommation, bien sûr, doit pouvoir justement relever de cet ensemble d'ici 2030. Alors, pour conclure, j'essaie de faire une grosse conclusion en 4 points. Si on se dit que la transition écologique et en même temps numérique nécessite des besoins en ressources minérales, il y a de plus en plus un besoin en métaux liés aux énergies renouvelables, bien entendu, car le nucléaire est peu gourmand. Il ne faut jamais oublier que le nucléaire est très peu gourmand de substances minérales, ce qu'on aurait par moment oublié de le dire. Mais le modèle français était basé justement sur le nucléaire, qui était peu gourmand dans les substances minérales. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas forcément mis en place une stratégie sur ce point-là. Et la remise en cause du nucléaire, qu'on peut comprendre aussi pour des problématiques de sécurité et de risques potentiels,
nous amène aujourd'hui à revenir sur un positionnement qui avait été fait par la France depuis des années. Le passage d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux ressources minérales, les rapports du GIEC et la prise en compte et la prise de conscience, on va dire, sur ce qui pourrait arriver dans le monde si on ne faisait pas attention à notre belle planète, nous amène toutes ces nouvelles dépendances. Et puis malgré des ressources abondantes, l'industrie aura du mal à répondre à la demande. Vous l'avez bien vu, les risques majeurs de rupture d'approvisionnement sont importants. Il y a des trajectoires qui vont être adoptées et diversifiées, donc avec des nouveaux risques géopolitiques. Et pour préserver notre indépendance, on a besoin de reconquérir d'une souveraineté industrielle via la sécurisation des approvisionnements. Faut donc réinvestir. Je veux dire, aujourd'hui, si je vous dis de réinvestir avec la politique actuelle et les problèmes de ressources qu'on peut avoir dans les années à venir, du moins pour l'instant, ça peut paraître peut-être pas important, mais si ça va l'être, parce que si on ne le fait pas, on ne pourra plus du tout être souverain et libre de nos choix. Tout ce qui est recyclage, bien sûr, indispensable, mais insuffisant. Pour ce qu'on regarde aujourd'hui, d'après ce qui peut être développé sur le recyclage, aujourd'hui, ça nous permettrait peut-être de gagner peut-être 10 à 15%, et pas plus, c'est-à-dire que ça ne suffirait pas du tout à résoudre notre problème. Donc, il faut assumer les impacts de nos modes de vie, ou alors changer de mode de vie. Et puis, tout ce qui est la diplomatie des ressources minérales, c'est sécuriser des importations responsables, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, nouvelle activité minière, il en faut, durable, responsable et respectueuse de l'environnement, et des populations locales. Donc, dans ces cas-là, il faut aider au développement durable des pays producteurs et même contribuer de manière importante, si les mines sont développées en France, à tout ce qui concerne le projet d'après une mine, puisque une mine, dès qu'on l'ouvre, l'amont et l'aval sont souvent très liés, c'est-à-dire qu'on commence déjà à ouvrir une mine en sachant ce qu'on va en faire une fois qu'il n'y aura plus d'activité minière, puisque chacun pourrait m'opposer le fait que la plupart des zones aujourd'hui industrielles minières françaises sont aujourd'hui des zones plutôt pauvres et ont plutôt du mal économiquement. Donc il faut bien penser à l'après-mine dès qu'on veut développer une activité minière, que ce soit en France ou ailleurs. Je vous remercie. Voilà, je suis disponible pour vos différentes questions si vous en avez. Merci beaucoup, Sébastien. Nous avons toutes et tous entendu, chacun à notre manière, cette conférence. Et j'espère que, en tout cas, l'auditoire aura pu s'en sortir malgré les problèmes de son que nous avons dans l'amphithéâtre. Ah, pardon, je m'excuse, je n'avais pas vu. Non, il n'y a pas de problème, c'est pas du tout de votre faute. J'aimerais donc revenir sur certains points. Peut-être éventuellement, on aura évidemment plein de questions Oui. sur ces relations minières. Est-ce que vous pourriez nous donner, peut-être, vous avez ça déjà en tête, on se rend compte que la colonisation du 19e siècle était déjà très très liée à la question des ressources minérales. Et aujourd'hui, les ressources minérales, après la décolonisation, deviennent à nouveau une préoccupation, mais visant à un autre type de colonisation, c'est-à-dire c'est celle des esprits ou celle en tout cas de l'attention des corps, et donc c'est une autre forme de colonialisme, mais qui finalement entraîne les esprits dans une forme de dépendance également. Donc on a bien vu que des questions de résister à la dépendance et en même temps de retrouver son indépendance malgré ce risque de dépendance. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques pistes sur la façon dont aujourd'hui la BRGM a éventuellement identifié un moyen de s'extraire des problématiques géopolitiques en réussissant peut-être aussi à sa manière à faire un peu de diplomatie pour aiguiller les États vers une forme de gestion de ces minerais qui soit euh, comment Responsable, ça veut dire. responsable, voilà, responsable. Il y a plusieurs questions dans votre approche. Voilà. Il y a plusieurs questions. La première, c'est que oui, on a souvent alors, ça n'engage que moi, mais la colonisation s'intéressait pas forcément à l'époque à des ressources
énergétique. C'est-à-dire qu'à l'époque, le charbon, d'autres activités minières étaient bien plus intéressantes de les exploiter en point de vue. Parce qu'en fait, les moyens de mobilité à l'époque n'étaient pas aussi développés qu'ils le sont maintenant. Donc, c'était beaucoup plus restreint, justement, de faire acheminer quelque chose. La route de la soie, par exemple, qui avait été faite depuis, qui était encore autre chose qui a été fait par les Chinois, qui a déjà existé par le passé, existe toujours d'ailleurs, était aussi un bon élément pour montrer qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est rare ou quelque chose qui est particulièrement intéressant au point de vue économique, forcément fait l'objet d'une colonisation. Donc l'or, par exemple, un ensemble d'éléments, l'argent, enfin tous ces éléments qui étaient plutôt intéressants au point de vue colonisation, oui, avaient un intérêt. Aujourd'hui, ce qu'on voit qui change, ce n'est pas forcément l'or qui nous intéresse. D'ailleurs, l'or, j'ai envie de vous dire, dans ce qu'on est en train de faire là, n'a aucun intérêt, ou très peu. L'or va être utilisé comme pour certains éléments, mais c'est pas ça qui est majoritaire, c'est bien d'autres choses. Si je vous parle du molybdène ou de l'antimoine ou des choses comme ça, j'ai envie de dire, on est en train de parler d'autres choses, quoi. C'est quand même des éléments sur lesquels on va s'intéresser aujourd'hui. Le cobalt en fait partie aussi, d'autres éléments comme ça, qui vont être des éléments qu'on va pas avoir besoin en grande quantité, peut-être par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, mais qui vont être nécessaires soit pour une période de transition, parce qu'on parle vraiment de transition, hein, donc il faut toujours bien faire attention. On parle beaucoup aujourd'hui de transition dans tous les sens, écologique, économique, transition démographique. Enfin, il y a beaucoup de transitions en ce moment. Donc, une transition pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas une finalité. Donc, ça veut dire on s'inscrit pas dans un élément de finalité aujourd'hui. On s'inscrit dans une période difficile et critique qui demande des transitions. On doit transiter vers un autre modèle. Donc, comment on transite vers un autre modèle? Eh bien, en essayant de trouver ce qui est le plus facile à mettre en œuvre aujourd'hui. Et si on doit abandonner, et on doit l'abandonner, les ressources hydrocarbures, parce que les hydrocarbures aujourd'hui, leur durée de vie, même s'il y en a qui pourront dire qu'il y a encore des possibilités d'exploiter les hydrocarbures, mais à quelles conditions, comment, et ça personne ne le dit, mais c'est moi, quand je faisais mes études il y a pas mal d'années, on me disait déjà que les réserves en hydrocarbures étaient déjà limitées sur 50 ans, alors que bon voilà, je ne savais pas 50 ans, mais ça va bientôt le faire. Donc on s'approche vraiment de ce manque à un moment donné, donc on doit changer de modèle, transiter vers un autre, mais peut-être que le modèle du futur n'est pas un modèle avec des ressources minérales. Donc dans ces cas-là, si on devait donner un... Mais par contre, il y a une étape à passer, et le Bergen, dans ce cas-là, lui, il le montre, hein, parce qu'il y a 40 ans, il s'était intéressé à faire un inventaire sur ces sujets-là. Il avait gardé une activité minière pendant quelques années, qu'il a abandonnée à un moment donné, parce que c'était par l'État qui lui avait demandé de le faire. Et on est toujours en train de gérer d'anciens sites miniers qui ne sont plus en exploitation aujourd'hui, avec tout ce qui est pour pouvoir sécuriser ces zones-là. Donc le Bergem s'est toujours intéressé au sujet, a toujours pensé que l'activité minière était un élément fondamental. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon propos par le sous-sol. Le sous-sol, alors le sol d'abord, si on veut parler du sol, le sol d'abord a un intérêt parce qu'il nous nourrit, il nous fournit un ensemble d'éléments et il nous permet justement de décarboner avec les forêts, un ensemble de choses. Mais le sous-sol a toujours été un élément prépondérant à l'évolution de l'homme. L'âge de fer n'existe pas pour rien, bronze, etc. Toutes ces périodes-là sont fondamentales dans le développement de l'homme. L'homme a toujours toujours pu se développer au travers de ressources du sous-sol, la majeure partie du temps. Donc ça veut dire que notre avenir sera toujours lié à une ressource du sous-sol. Et j'ai envie de vous dire, celle qui est la plus prépondérante pour moi, si vous voulez me parler d'une ressource qui est vraiment essentielle, c'est l'eau. Voilà, si on veut les sortir du débat minéral, c'est l'eau. L'eau est un élément qu'on ne pourra jamais se passer. Je veux dire, on peut changer le modèle économique, on peut changer tout ce que l'on veut. Les besoins en eau sont quelque chose de prépondérant pour l'homme. Sa vie même est liée à l'eau. Donc ça veut dire que dans ce cadre-là, bien sûr, il y aura toujours quelque chose d'un modèle plus fort que ce modèle-là, mais sur le Bergem, alors le Borgenem, je vais parler pour moi aussi, je pense qu'on ne peut pas faire fi de prendre en considération que dans cette période de transition, les ressources minérales vont être un élément important pour au moins faire quelque chose qui permettra d'éviter de continuer dans un modèle qui de toute façon est voué à l'échec et ne plus fonctionner en quelques années, qui est le modèle des énergies en carbone. Voilà. Il faut du bas carbone, on n'a pas d'autre solution aujourd'hui. Alors peut-être que demain d'autres solutions seront trouvées, un Cadarache en fait partie, avec des énergies peut-être inépuisables, voilà, il y a d'autres solutions techniques qui peuvent émerger dans 50 ans ou dans plus, mais pour l'instant elles ne sont pas là, elles ne permettent pas de nourrir d'autres types d'exploitation, même si on parle de l'hydrogène ou d'autres éléments qui font toujours partie. Il existe aussi de l'hydrogène natif, qui est présent au point de vue géologique, qu'on peut aussi exploiter. Donc tout ça, il
toujours lié au sous-sol et nécessitera de toute façon qu'on puisse l'utiliser. Je donne un exemple. Si demain on décidait que c'est l'hydrogène qui est l'élément prépondérant pour toute notre mobilité, il faudrait stocker l'hydrogène. On ne peut pas stocker l'hydrogène dans des contenants physiques qu'on développerait. On serait obligé de la stocker dans le sous-sol. Donc encore une fois, le sous-sol deviendrait un élément prépondérant à notre modèle de vie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes votre questions, mais j'ai essayé de le faire. Merci beaucoup. Je vais passer aux questions liées au public. J'ai une première question. Ah, j'entends pas bien, excusez-moi, j'entends pas très bien. Ou plus près, peut-être plus près, excusez-moi, j'entendais pas du tout. On se rapproche de vous. Ah, c'est mieux là, c'est mieux, vous êtes plus près. Bonsoir, vous m'entendez Bonsoir. bien? Oui, très bien. Merci. J'ai une première question par rapport à qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez en déduire de la situation de la France par rapport au recyclage ou la récupération de minéraux en relation avec d'autres pays européens? Première question. Et la deuxième question, est-ce que vous pensez que des pays africains ou d'Amérique latine ou d'Asie du Sud-Est sont plus prêts à faire la transition que l'Europe? Ok. Si. Alors sur la première question, en termes de recyclage, sans avoir des données précises, plus précises que ça, je pense on n'est pas les plus avancés dans ce domaine-là, mais on est vraiment au milieu du gué. Je crois savoir, ça c'est des informations que j'avais il y a quelques années, donc j'espère qu'elles n'ont pas évolué depuis. Donc on n'est pas un pays à la traîne, mais on n'est pas non plus le plus performant dans ce domaine-là, parce que les filières de recyclage aujourd'hui sont des filières qui sont sur des modèles qui ne sont pas économiquement super viables, mais qui vont le devenir de plus en plus. Donc oui, il y a un intérêt pour développer ces filières de plus en plus, et on s'y attelle de plus en plus, mais pour l'instant, on est encore à construire un modèle qui soit peut-être l'équivalent de en pays européen de pointe. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si l'Allemagne n'est pas plus avancée que nous, je crois. Donc on est un peu, on n'est pas meilleur ni moins bon que les autres pays européens, pour répondre à votre question. Et pour ce qui est de l'Amérique, Amérique du Sud, on est bien d'accord, hein, c'est l'Amérique latine. Bien sûr. Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que les alliances économiques et géopolitiques qu'on peut entendre aujourd'hui entre la Chine, d'autres pays et certains pays d'Amérique latine va dans le sens que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que cette géopolitique qui permet de trouver, faire justement un petit peu de travail, de savoir à qui on pourrait œuvrer, ça se fait dans tous les coins du monde. Donc il y a déjà certainement des pays d'Amérique du Sud qui sont beaucoup plus éveillés au sujet que nous sur le sujet. Voilà, qui ont déjà encore des mines qui sont existantes, qui savent ce que c'est une mine. Quand je parle du Chili, par exemple, quand je dis que le Chili a déjà, alors lui, a déjà la partie lithium qui est quand même très importante, oui, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous sur ce sujet-là, et qui, alors, ils sont avancés plus que nous sur le développement des mines, ils sont peut-être moins avancés que nous sur la manière dont on va développer ces mines. Voilà. Voilà. Mais en même temps, ils ont pas moins d'intérêt pour les problématiques environnementales que nous. C'est simplement qu'au point de vue politique, les éléments qui vont amener à développer une mine durable ou non ne sont pas toujours amenés de la même manière et ne sont pas toujours aussi voulus par les hommes politiques qui sont présents dans ces pays. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que la France aujourd'hui a beaucoup de retard sur l'activité minière. Voilà, parce qu'il n'y en a plus, presque plus en France. Et il n'a pas forcément développé du traitement à la hauteur de ce que ça représentait par rapport à ce qu'on utilise réellement dans les biens, dans tout ce qui est quotidien. Non, là-dessus, on est très en retard. Je prends une deuxième question. Oui. Il y a une question. Donc, concernant peut-être plus le BRGM, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que ça vous entraîne en termes de mise en réseau, surtout à l'international? Comment, comment les indicateurs finalement sont nourris par la relation
internationaux? D'accord. Alors, déjà, j'ai deux éléments. Alors, pour ma part, je suis Bergem Export. Donc, moi, je suis une filiale du Bergem qui travaille pratiquement essentiellement avec le Bergem, voilà, qui a été conçu exprès pour l'inventaire minier, donc qui œuvre spécifiquement dans l'inventaire national, dans un premier temps. Mais par contre, on peut être interrogé par d'autres pays, hein, pour justement les aider, soit à mettre en place, soit à développer justement une activité, avant une activité minière, à développer justement des inventaires. Puisque la première, la première chose à mettre en place quand on veut justement savoir si savoir si on a la possibilité d'avoir une substance minérale qui serait d'intérêt avant de pouvoir développer justement une activité minière. Je donne un exemple même qui va démarrer par la France, mais vous allez mieux comprendre. L'inventaire minéral que l'on fait par exemple en Guyane aujourd'hui, on le fait dans un sens où on veut que ce soit des personnes de Guyane directement qui le fassent avec nous. Donc c'est pour ça qu'on développe même, on est en train de développer une filière avec un certificat d'aptitude pour que ces personnes acquièrent justement la capacité à le faire par eux-mêmes, à savoir comment on peut générer un inventaire, un ensemble de choses. Et bien ça, c'est la même chose qu'on a déjà fait par le passé et qu'on va peut-être, j'espère qu'on refera d'autres fois, en Afrique. On l'a déjà fait, où on a justement formé des experts dans le domaine, à pouvoir faire un inventaire, à pouvoir savoir analyser et pouvoir après faire des cartes d'anomalie. Donc ça veut dire justement, quand on va intervenir dans certains pays, on se doit désormais d'avoir la conscience de ne pas être là comme des colonialistes, c'est-à-dire de rien donner, de rien donner. Le but, c'est justement de partager, de former, pour que l'ensemble de ce qu'on est en train de mettre en place soit durable. Donc ça, c'est un élément de politique principal du Bergem, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans un pays pour tel un colonisateur à vouloir justement simplement exploiter et récupérer une partie. Non, il faut former et donner avant de recevoir. Donc c'est le principe. Donc ça, c'est quand même un élément fondamental qui change un petit peu de cette époque coloniale qui a pu avoir après avec la France-Afrique, hein, on ne va pas se mentir, qui n'était pas du tout, peut-être certainement pas orientée de cette manière-là, et qui aujourd'hui, si on veut revenir avec une position en Afrique plus forte qu'elle n'est maintenant, parce que si vous avez bien vu ma carte de tout à l'heure, la position française en Afrique aujourd'hui est plutôt une position chinoise et russe. Les Français, dans certains secteurs, sont de moins en moins bien vus. Il va falloir mettre en place une autre manière de faire les choses et justement de permettre justement à ces pays-là de pouvoir acquérir cette compétence et savoir le faire sans nous. Et après, ce qui va se passer, c'est de la diplomatie politique et de l'échange entre différents pays qui auront chacun des ressources et des moyens à mettre en commun et complémentaires. Alors j'avais une question concernant justement euh, le minéral et l'espace. Oui. Est-ce que vous auriez des choses à nous dire par rapport à ces ressources qui sont des ressources qui ne sont pas liées à la Terre elle-même, mais les ressources autres que la Terre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous étudiez? Alors, non, le Bergelen n'étudie pas ces éléments-là, même si la Lune est une partie de la Terre quand même, hein. Non, non. Alors on peut avoir des intérêts d'aller justement exploiter des ressources. Alors on va parler de la Lune dans un premier temps, mais on peut parler, ce qui est un astre, hein, qui n'est pas une autre planète, faut être très clair. Mais c'est pour l'instant, c'est des choses qui pourraient être vues d'un angle très politique. C'est très politique entre différents pays, mais qui ne va pas intéresser directement le Bergem. On sait qu'il va y avoir peut-être de l'eau et de l'hélium sur la Lune. Voilà, c'est des choses, et peut-être de nombreuses terres rares. Donc ça veut dire que si à un moment donné, il est vraiment mis en avant que les terres rares sont un élément indispensable à le mode économique qui va être défini au niveau mondial, il est clair que la Lune deviendra un élément indispensable pour y aller. Alors là, ça ne sera certainement pas pas le Bergem qui sera mis en premier. Peut-être, hein, on aura de nouveaux géologues qui seront des géologues spatiaux, mais ce sera pas, pour l'instant, c'est pas un sujet sur lequel on nous fait travailler. Par contre, on sait très bien que l'hélium et les terres rares sont disponibles. Il y en aurait disponibles sur la Lune. Et je pense que si aujourd'hui les choses se faisaient vis-à-vis de cette notion-là, on serait peut-être les derniers informés. Voilà. Peut-être qu'in fine, certains États sont déjà en train de se positionner sur ces problématiques-là. Mais quand on voit qu'on n'est pas capable déjà de s'entendre sur un territoire comme le Groenland,
D'ailleurs, les Groenland aujourd'hui appartient déjà à quelqu'un. Donc voilà, donc c'est déjà s'intéresser à d'autres secteurs, ça me paraît un peu ambitieux. Est-ce que vous vous intéressez à l'art contemporain ou à l'art en général? On a vu parfois des artistes commencer à utiliser des modélisations, des données du réel en relation avec les minéraux. Récemment, même au Jeu de Paume, il y a eu une exposition sur l'IA où certains corps minéraux étaient présentés, enfin modélisés, et étaient en liaison avec des processus, des protocoles vidéo, enfin, qui racontaient des histoires. Est-ce que ça vous intéresse? Et est-ce que plus généralement, lorsque vous étiez plus jeune, vous fréquentiez les musées minéralogiques ou les musées d'art? Ah bah là oui, bah pour parler. Alors moi personnellement, ça m'intéresse pour d'autres raisons parce que j'ai un fils qui veut faire, qui va être artiste, je pense, donc il fait des études pour, hein, il est en train de terminer là. Donc oui, ça m'intéresse dans d'autres biais. Mais par contre, oui, moi j'ai toujours été intéressé par les ressources en termes, enfin surtout par les minéraux. Hein. J'étais un enfant qui collectionnait des cailloux. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé depuis que je suis très jeune. Voilà, simplement pour comprendre comment ça se formait, d'où ça venait, pourquoi. Et pas seulement, les fossiles aussi ont été un élément important pour moi quand j'étais plus jeune. Mais au travers de l'art en général qui doit s'intéresser, je pense que c'est important que l'art s'intéresse à ces ressources, puisque le message à faire passer aux générations qui vont venir et aux générations actuelles, c'est justement de les... Je pense que pendant longtemps, nous n'avons pas parlé, du moins en France, des ressources minérales, très peu. Je pense même que l'activité minière était un gros mot. Je pense qu'il est important aujourd'hui de refaire comprendre justement à tout le monde, de retoucher un peu au côté minéral des choses, puisque c'est un élément fondamental de notre vie quotidienne. Voilà, il faut bien l'avoir à l'esprit. Donc je pense que je trouve ça plutôt bien que l'art s'y intéresse, parce que pour moi c'est un élément très important dans un monde où les sciences humaines et sociales vont être majoritaires pour faire justement faire mieux comprendre l'intérêt de développer certaines solutions techniques plutôt que d'autres, du moins dans notre pays. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une question encore dans le public sur les minéraux? Euh, Nous avons eu récemment une thèse en art qui s'est déployée autour de la question des minéraux. Je vous mettrai en relation avec Alexia Anto-Fermont, parce que c'est une artiste qui a vraiment travaillé sur une réflexion entre le minéral et le sens que le minéral peut avoir à travers la pierre. Qu'est-ce qu'on transpose bien sur les pierres lorsque l'on est en face de ces pierres et qu'on regarde ces surfaces colorées qui ont un aspect vraiment. Enfin, on voit l'intérêt que certaines populations peuvent avoir vis-à-vis des ressources minérales, mais d'un point de vue esthétique. Donc il y a toute une culture hein, dans les pays slaves, notamment, il y a une culture énorme concernant certaines pierres. Je pense que c'est présent sur tous les continents. Est-ce que un mode d'entrée concernant justement cette attention vis-à-vis de ces ressources pourrait passer par l'esthétique, à votre avis? Alors déjà, il faut différencier différentes manières de pierre et de roche. Je pense que je ne vous l'ai pas dit au départ, mais là, on s'est focalisé sur tout ce qui est vraiment minéral et qui vous fait tout de suite réagir par rapport à la couleur. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec la peinture, qui était quand même assez simple. Mais si on parle des ressources minérales dans un sens beaucoup plus large, c'est-à-dire même des minéraux qui peuvent être plus banals, qui avec moins de couleurs et autres, il y a aussi la forme et ce qui renferme. C'est-à-dire qu'une roche sédimentaire, toutes les roches qui ne sont pas faites, qui ne sont pas dans les zones que je vous ai montrées tout à l'heure au niveau des massifs anciens, mais qui sont les bassins sédimentaires français, par exemple, là on va avoir des roches qui vont avoir des couleurs plutôt de gris à beige, en passant peut-être un peu par bleuté, gris, voilà, des variantes qui sont assez proches, mais qui sont tout ce qui compose les maisons, etc., l'ensemble d'ouvrages, les routes et tout ce qu'on peut voir, et qui sont plutôt des matériaux qui vont se reconnaître par les fossiles qui sont intérieurs, par des petites minéralisations qu'on peut voir, des choses qui brillent ou qui brillent pas. Par contre, sur le reste, sur les minéraux dont on vient de parler, là c'est tout de suite la couleur qui va marquer en premier temps et la cristallisation. C'est-à-dire soit vous avez une couleur marquante,
comme vous voyez là sur ce que je peux vous montrer, qui sont plutôt des éléments de cuivre. Ou alors vous allez avoir carrément un cristal. Et le cristal, lui, il va tout de suite aller vers le côté beau et le côté esthétique de la chose et le côté, on va dire, qui a une valeur, qui a une valeur. Donc mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que entre quelque chose qui a une belle couleur et quelque chose qui a une cristallisation plus de la couleur et qui brille, etc., et qui va aller tout de suite vers quelque chose qui ressemble de plus en plus à l'or, mais même si on considère que l'or, pour moi, n'est pas la chose la plus jolie d'ailleurs, il faut avoir cette notion que ce qui a de valeur n'est pas forcément dans la couleur. On va être très clair. Le cuivre, qui est aujourd'hui un élément prépondérant pour votre vie quotidienne, puisque tout ce qu'il y a dans cette salle, qui chemine de l'électricité ou qui chemine de numérique ou peu importe, est fait par des fils de cuivre. Il y a forcément du cuivre dedans. Donc si demain le cuivre venait à manquer, et il va commencer à manquer parce que tout ce qu'on a pu produire en cuivre depuis la nuit des temps ne suffirait pas à produire ce qu'on a besoin des 6030 en cuivre. Donc là, quand je vous ai dit ça, vous vous dites, il va y avoir un problème. Oui, il va y avoir un problème. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir considérer que même quelque chose qui ne présente qu'une seule couleur et qui n'est pas forcément quelque chose d'esthétiquement beau a une valeur beaucoup plus importante de peut-être qu'un cristal de quartz, qui est un sous-versé banal quelque part, ou alors quelque chose comme une améthyste, ou quelque chose qui commence à peur d'un manière, ou alors si on va vers une émeraude ou quelque chose comme ça. Dans sa forme primitive, bien sûr, c'est toujours joli, ça se voit là, c'est joli, mais ça n'a pas beaucoup de valeur, in fine, par rapport à du cuivre, qui lui peut être beaucoup plus important dans notre vie quotidienne. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Est-ce que c'est le besoin vital de certaines choses, enfin, le besoin prépondérant de certaines choses, c'est pas vital, ou simplement le fait esthétique qui fait que ça met en avant quelque chose. Moi, je pense que le message à faire passer, c'est plutôt de ne pas banaliser des roches qui peuvent juste avoir une couleur sans forcément montrer une cristallisation, quelque chose qui est un beau cristal, qui serait magnifique. Non, il faudrait essayer de faire passer le message sur d'autres types de minéraux qui sont, eux, peut-être, qui ne sont pas des minéraux précieux, mais moins précieux, mais qui pourtant ont une importance importante. Donc je pense que dans l'art, ça serait important que si ce message pouvait passer au travers de choses beaucoup plus basiques, et ça y passe déjà, parce que les gens ne savent pas toujours que la plupart des peintures proviennent justement de minéraux. Hein, voilà, donc les couleurs de base proviennent soit. Maintenant, on a d'autres types de couleurs qui sont amenées par d'autres types de produits que les substances minérales, mais en majeure partie, ça provient de là. Ah, écoutez, merci. C'est vrai que c'est plus précis et c'est un mode d'être aussi au monde et face à la question des phénomènes liés aux minéraux. Moi, j'aimerais vous donner quelques pistes concernant cette thèse qui a été réalisée par Alexia Antuofermo, intitulée Médialité géodigitale, prélèvement, altération et inscription terrestre, réflexion sur la technique et l'écoumène. Donc c'est une thèse en création-recherche qui engageait au fil de la pratique artistique une réflexion sur la technique en relation avec la terre et ses écritures comme inscriptions et gestes techniques d'abord liés à l'agriculture. L'approche ontologique adoptée visait à examiner les liens entre la terre et les technologies par des modélisations 3D et des transcriptions réalisées par l'intermédiaire de machines et d'outils numériques. L'association naissait des altérations oscillant entre confrontation et symbiose. Ces altérations étaient pensées à travers les imaginaires et l'histoire des techniques. Les recherches qui ont été réalisées sur le terrain par l'artiste conduisaient à la notion de milieu et à considérer les objets techniques comme inscrits dans le monde. Ces objets n'étaient plus à considérer et plus nécessairement comme fonctionnels, mais ils devenaient culturels et réflexifs. Ils se tissaient au sein de milieux spécifiques et les recherches ouvraient à divers discours et pensées sur les technologies à travers les écrits et les œuvres d'artistes qui portaient sur une réflexion critique liée aux techniques et aux relations vis-à-vis du milieu de vie en question. Donc, Alexia Antuofermo a porté une réflexion finalement qui était très très poussée en se basant sur des phénomènes naturels que sont les lacs, les fontaines, les rivières, les volcans, les fossiles et les minéraux,
ainsi que les animaux souterrains. Et de là, elle a réfléchi sur ces observations qu'elle avait faites de ces éléments et elle s'est inspirée des structures, notamment du quartz, et s'est appuyée sur des représentations que l'on trouve dans les ouvrages de minéralogie. À partir des images qu'elle a découvertes dans les traités de minéralogie, Mhm. elle a modélisé un cristal de quartz et l'a divisé horizontalement afin d'obtenir une forme architecturale. Ensuite, à travers cette forme architecturale, elle a imaginé un modèle qui a créé une forme d'ossature et ça crée donc l'ossature d'un bâtiment qui est devenu autant comme une roche artificielle, mais se prolongeant dans une forme de géomorphologie du paysage. Mhm. Tout cela lui a permis de réaliser un travail qui finalement rejoignait la question des dômes géodésiques qui composent des modules de triangles, mais aussi elle a abouti à des plateformes en ligne sur Internet qui finalement mettaient en place des sortes de connecteurs artistiques liés au monde, donc entre minéral et mode de vie. Et pour elle, ces minéraux rappellent également la craie, euh, que la craie est une roche sédimentaire biologique composée majoritairement de squelettes et de Mhm. coccolithoporides, de microalgues unicellulaires et d'autres éléments qui étaient auparavant organiques. Donc, elle aime bien trouver dans le minéral finalement de l'organique. Alors moi j'aimerais savoir, enfin bon parce que bon elle a aussi une vision très très poétique et qui lie technicité et finalement réflexion. J'aimerais savoir si parfois justement tous ces moments que vous croisez, ça vous amène à avoir quelques considérations poétiques. Alors, alors c'est pas mal parce que en fait dans ma carrière j'ai commencé par je suis sédimentologue à la base, hein. Donc je me suis d'abord concentré sur tout ce qui est sédimentaire. Et sédimentaire, dans ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Tout ce qui est sédimentaire, forcément, il y a une vie dedans. Donc dans la partie, quand on regarde une roche sédimentaire, on s'intéresse justement pour pouvoir justement définir son âge, souvent aux fossiles qui sont à l'intérieur. Forcément, on s'intéresse aux fossiles pour la dater. C'est important de savoir qu'il y a une vie. Il y a eu une vie, il s'est passé quelque chose, il y a eu un élément. Ou alors, si c'est pas une vie, c'est un végétal, qui est quand même une vie aussi, si on le veut. Mais voilà, il y a un ensemble d'éléments qui sont le reflet d'une vie à un moment donné ou d'un passé qui a pu exister. Donc forcément, quand on est dans la partie sédimentaire, on s'intéresse beaucoup plus à l'origine qu'à la valeur que ça a. La valeur, ça arrivera pour des éléments de ce qu'on en fait après. C'est pour ça que je suis aussi génie civiliste. Donc, je me suis intéressé aussi pas mal à la pierre en termes d'architecture. Donc, voilà, si on va arriver jusque-là, oui, je me suis intéressé à ce monde-là dans deux aspects. L'aspect à l'utilité, ce qu'on pouvait en faire, comment on pouvait l'utiliser, mais aussi comment ça s'est mis en œuvre et comment ça s'est créé et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est vrai que si on veut faire jouer l'ensemble des choses, peut-être que quand je serai un peu plus vieux, que j'aurai un peu plus de temps, je m'y intéresserai encore plus. C'est-à-dire de pouvoir faire des structures ou des éléments qui parlent à la fois de ce que c'est et comment c'est né, à comment c'est utilisé aujourd'hui pour faire autre chose. Donc c'est un parcours complet. Si par contre on garde les autres types de roches, qui sont les roches, on va dire, magmatiques ou métamorphiques, alors là, pour ça pas très bon. Magmatisme, les gens vont comprendre très vite, c'est ce qui vient par la nature la nature de la Terre, mais le métamorphisme, on va dire, c'est tout ce qui est, au moment où tout ça, les phénomènes de pression et de température peuvent changer la nature d'un matériau qui peut être soit sédimentaire, soit autre, qui va être recuit, ou etc. Donc on parle de métamorphisme, il se transforme. Donc ça veut dire que quand je dis ça, ça vous donne un peu de poésie, parce que ça veut dire que quelque part, quand on parle de quelque chose qui va se transformer ou se métamorphoser, on n'est pas avec Kafka, on est vraiment dans de la métamorphose qui va changer les pressions, la température et qui va modifier cet ensemble pour en former un autre. Une argile peut devenir autre chose, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là, et le magmatisme a un autre parcours, puisque là on est sur l'origine même. C'est l'origine qui remonte et rechange à partir d'un épisode quelque chose. Donc ça veut dire qu'entre le monde du sédimentologue, qui lui va être le poète du continu, je dirais ça comme ça, et le monde de celui qui va plutôt se concentrer sur la partie
volcanologue ou quelqu'un qui est plus intéressé à d'autres éléments, il va plutôt être sur l'origine du monde. Donc il va s'intéresser plutôt à ce qui fait la matière de base et ce qui va après servir à refabriquer autre chose. Donc on est sur deux poésies différentes, sur deux mondes différents qui n'ont pas du tout les mêmes usages, les mêmes utilités. Donc ça veut dire que même dans mon domaine, on peut avoir deux notions très différentes de la perception de ce en quoi la géologie, si on veut résumer là-dedans, peut apporter à l'ensemble des choses. Mais c'est vrai que si on s'intéresse à faire le lien que vous m'avez dit, je pense que la notion, les roches sédimentaires sont vraiment cette notion. Et c'est pour ça que, par contre, après, s'intéresser à la cristallographie, la cristallographie, c'est ce qui fait justement le fait que vous avez des rhomboèdres, des cristaux qui vont se former, etc. Sachez que la nature est assez bien faite, c'est qu'en fonction de chaque manière de la cristallisation, ça prend en fait. Les formes qui vont se développer sont des formes naturelles qui peuvent se comprendre en fonction de la nature du cristal qui va se développer. Donc on a même des formules ou des éléments qui permettent de justifier justement pourquoi ça se développe comme ça par rapport à des questions de pression et de température. Donc ça veut dire que quelque part, la nature est assez bien faite pour certainement reproduire peut-être dans un environnement quelque chose qui réponde à l'environnement. Je donnerai un élément complet que vous avez utilisé tout à l'heure, ça s'appelle la géomorphologie. La géomorphologie, c'est la première science d'un géologue. Avant de faire une carte géologique, il s'assoit, il prend de la distance par rapport au paysage, il regarde le paysage, et normalement, c'est un bon géologue, il est capable déjà de définir les principales structures, ou du moins dans le côté, si c'est des roches dures ou des roches molles, il est capable déjà de définir d'après les paysages où sont passés les bancs calcaires, les bancs argileux, les bancs marneux, voilà, il est capable d'avoir, et même si on est sur des formations, on va dire plutôt d'intrusion graniticaux, il est capable de les reconnaître et les définir aussi par rapport aussi à la végétation qui se déploie, un ensemble d'éléments. Donc oui, au départ, le premier travail d'un géologue, c'est de s'asseoir et de regarder le paysage et de faire sa poésie en définissant qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sous ce paysage qui correspondrait à la nature géologique des choses. Ah, merci, c'est vraiment précieux ce que vous nous dites là. Est-ce que vous pourriez préciser, alors le sédimentologue serait le poète du continu et le second c'est Ah ben de l'origine. et l'origine, comment l'origine? Alors pour l'autre, ah oui, le volcanologue par exemple, Le volcanologue, oui. le volcanisme, voilà. Le volcanologue, il serait quoi? De l'origine des choses, Ah, le poète de l'origine. voilà. D'accord, ok. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais voilà. Non, 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 mais alors on a ici un amphithéâtre qui est l'amphithéâtre Bachelard. J'en fais le par rapport. Et il y a il y a une grande fresque qui a été réalisée et qui nous parle du monde minéral. Et ce qui est assez étonnant dans cette grande fresque, c'est que finalement, elle nous plonge dans différentes phases de ce que représente euh, ce monde minéral. Euh, on a introduit, euh, on a introduit cette année une conférence dans dans cet amphithéâtre, justement pour expliquer un peu la façon dont les choses s'articulaient au 19e siècle, notamment à la Sorbonne, et que le monde minéral était enseigné à l'époque et était décomposé en deux champs. Le premier champ, c'était le champ interne géodynamique, avec une réflexion sur les processus qui font émerger la Terre, les plaques tectoniques, le volcanisme, et également euh, les tremblements de terre. Un sisme, Et ouais, c'est ça. Et puis les géodynamiques externes. d'accord. Et donc, c'était le second champ qui explorait plus les phénomènes, notamment présents sur la surface de la Terre, les questions d'érosion, sédimentation et autres liaisons aux rochers.
Et donc, aujourd'hui, est-ce que cette dichotomie existe toujours ou est-ce qu'il y aurait un troisième champ qui explorerait la relation entre les deux? Alors non, cela existe toujours, hein. On ne peut pas changer les processus qui dirigent la création de notre monde. Par contre, juste pour donner un élément déjà au départ, pour un petit peu la dernière formation que j'ai fait, au départ, elle s'appelait géodynamique. J'ai fait une maîtrise, bon, pas l'année, une maîtrise en géodynamique à un moment donné, et elle s'est appelée l'année d'après géoressources et environnement. C'est juste pour que vous ayez bien la notion des choses qui ont changé, qui ont régi notre monde dans ces dernières années. C'est-à-dire que on est passé de la géodynamique, c'est-à-dire de la compréhension des processus, à géoressources, eau et environnement, à l'utilisation des ressources pour notre monde. Ça, c'est un élément qui est important à comprendre. Ça veut dire qu'entre cette idée de penser que la géologie était une histoire de comprendre comment s'est formé le monde par un ensemble d'empilements et d'éléments d'éléments de compression et de changement de phase, etc., qui permettaient d'amener cette géodynamique et qui permet de façonner les paysages et de modifier ou de ne pas modifier les structures que l'on voyait devant nous, est un élément qui a beaucoup été d'importance pendant des années, puisqu'il fallait comprendre les processus qui nous amenaient justement à être là. Mais tant qu'on n'avait pas le besoin d'exploiter quelque chose d'assez complexe qui représente ce qu'on dit aujourd'hui les ressources minérales, on s'y était intéressé un petit peu moins. C'est-à-dire qu'on orientait plus sur les géosciences. Voilà, les géosciences. Tout ce qui gravitait autour du sous-sol. C'est-à-dire les géosciences en général, les ressources, l'ensemble de choses. Maintenant que les ressources minérales, qui elles ne sont pas forcément basées sur une compréhension, comme vous voyez, de la géodynamique en général, mais plutôt de trouver l'endroit où il se produit quelque chose, là on commence à refaire appel à de la géologie fondamentale, c'est-à-dire à ceux qui connaissent bien les processus qui amènent à fabriquer ces minéralisations, donc savoir où est-ce qu'on va trouver justement ces filons, ces amas, ces éléments qui vont permettre de trouver cette anomalie pour pouvoir faire. Donc ça veut dire que la renaissance de la géologie dans sa compréhension des processus complexes, parce que pour moi c'est des processus qui sont plus complexes que tout ce qui est des processus de géodynamique standard qu'on peut avoir à l'esprit, hein, les plissements, les cassures, les tectoniques des plaques, ça c'est une chose, mais après savoir pertinemment où là on va avoir plus de chances de trouver ce type d'anomalie, eh bien ça c'est vraiment une science qui va connaître plus d'essor dans les années nouveaux, tout ce qui peut être métallogéniste, tout ce qui est la métallogénie, on appelle ça comme ça, va être quelque chose qui va connaître un peu plus d'essor pendant quelques temps qu'elle a pu connaître pendant pas mal d'années. Donc c'est-à-dire que c'était une discipline à l'intérieur d'une discipline. Donc voilà, donc si on veut dire est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, non, ce qui est arrivé, c'est tout ce qui est en plus, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire les géosciences qui ont pris le pas sur la géologie en elle-même. Hmm, très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Ah, oh, j'ai une question d'une doctorante japonaise. On a une question. Je vous entends de loin. Alors, mon Dieu, Oui, merci beaucoup pour votre conférence. oui. Et je ne suis pas sûre si ma question est pertinente, mais pour moi, il y a un point qui me semble être paradoxal, et un aspect des ressources minérales ainsi que la notion de la nation et la rivalité entre les pays, comme votre explication et chez le diaporama, les ressources minérales sont devenues une arme géopolitique. Géopolitique, oui. Mais par contre, ces ressources minérales évoquent la question de l'environnement que tous les pays doivent partager une solution comme cosmopolite. Et parce que c'est la question du global, donc il y a le conflit entre la question globale et locale. Et, Je, et je- je comprends bien, c'est une très bonne question. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, il faudrait mieux s'unifier parce que nous sommes complémentaires dans cette mission. Et le monde, comme on Ah, dit. elle n'a pas fini sa question, Ah pardon, pardon. excusez-moi, j'ai cru que c'était fini, je m'excuse. aussi, oui, ma question c'est un peu bête, mais je pense que j'ai lu le diaporama et un pays a investi
date pour maîtriser les ressources minérales, créer des économies de carbone. En tout cas, et, et je me demande pourquoi les ressources se trouvent en Afrique ne peuvent pas être exploitées par les habitants locaux eux-mêmes. Et je pense qu'on a besoin de partager plus de connaissances que maintenant. Je pense que c'est la question bête, mais pourquoi un pays étranger exploite les ressources en Afrique? C'est à la place d'exploiter des ressources, on doit donner des connaissances. Je pense que c'est un peu, il y a la gestion de la rivalité entre les pays. Donc, il n'y a pas de solution pour cette question. C'est, c'est- Voilà, ça précisait la question. Oui, mais j'ai compris. Donc oui, je disais oui, pour moi c'est une très bonne question. C'est que malheureusement le monde idéal n'existe pas, bien malheureusement. Et je crois que, alors il faut savoir que je suis pas, je suis pas dans stigmatiser un pays plutôt qu'un autre, puisque de toute façon celui qui a démarré le plus tôt à la compréhension que ça est un élément important, bah, tant mieux pour lui. Il a compris que les ressources minérales étaient un élément indispensable à une évolution, certes, c'est très bien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette envie de disposer de manière souveraine de quelque chose sans que quelqu'un d'autre puisse nous l'imposer est quelque chose qui, à mon avis, est pour moi peut-être quelque chose de humain. C'est-à-dire que l'humain a du mal à perdre des libertés. Le but, c'est qu'on soit libre. Donc libre de pouvoir utiliser ce que l'on veut, comme on le veut. Si demain on vous dit le modèle économique tel qu'on l'a aujourd'hui, on le change parce qu'on n'a pas la ressource et on va faire autrement, bah, je suis pas sûr que tout le monde l'accepte et les gens iront toujours vers ce qui leur plaît et pas forcément ce qu'ils ont envie et pas par rapport à ce qu'on leur impose. Donc si par contre maintenant on revient sur le fait de se dire pourquoi certains pays cherchent toujours à venir exploiter à un autre endroit les choses et n'aident pas plutôt les pays à se développer pour le faire, bah ça voudrait dire que chaque pays du monde pourrait trouver une place dans le monde. Donc ça veut dire qu'on changerait les masses en présence, on changerait les équilibres en présence, ce qui peut être bien, mais on ne sait pas à l'avance. Je pense que c'est la peur de l'incertitude. La peur de l'incertitude fait qu'un monde équilibré fait des fois plus peur qu'un monde déséquilibré. Alors je commence à être un petit peu plus vieux qu'à une époque maintenant encore, j'en parle peut-être plus, mais la guerre froide qu'on a pu connaître pendant toute ma jeunesse entre les États-Unis et la Russie a montré pendant pas mal d'années qu'une guerre froide permettait d'imposer plus ou moins un ordre mondial, qu'il soit bien ou qu'il soit mal, ça permettrait de limiter les guerres et les conflits. On se rend compte que plus il n'y a plus justement cette bipolarité et que tout commence un peu à changer, et un peu comme la tectonique des plaques qui cherche à se réorganiser et se remettre en place, on se rend compte qu'à ce moment-là, il y a peut-être un phénomène de rupture qui peut conduire justement à des problèmes géopolitiques. Est-ce que certains, dans la peur, pense qu'il faut mieux tout récupérer en souveraineté chez lui que de l'avoir chez les autres. Voilà, donc je pense que c'est humain et c'est un réflexe humain de chercher à s'approprier la ressource qui va faire sa vie future avant d'essayer d'aider les autres à pouvoir utiliser cette ressource pour peut-être potentiellement pouvoir lui redonner un jour ces moyens-là, alors qu'il n'est pas sûr, dans un monde un peu incertain, que ça puisse durer. Donc je pense que c'est vraiment un pari et il y a beaucoup de pays qui ne sont pas prêts à faire le pari. Et ça dépend aussi des cultures, hein. Chaque culture a sa propre manière de voir les choses. Et ça, c'est vraiment important alors la chance et la malchance que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on va certainement, dans la période où on va être là, assister à des gros bouleversements mondiaux et un rééquilibrage de certaines choses et un changement de certains dogmes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un moment plus incertain qu'il n'a pu jamais l'être. Et donc, vu qu'il sera plus incertain, soit on souhaite d'être inquiet et soucieux, et donc on va faire du protectionnisme et pas de la souveraineté. Ça, c'est le risque. Donc, on va protéger ce qu'on a et rien donner aux autres et prendre ce qu'on peut prendre. Soit on veut rester souverain avec une politique de développement externe parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire tout seul. Et auquel cas, ben, qui aura raison, je ne peux pas le dire. J'aimerais mieux que ce soit celui qui veut essayer d'être souverain tout en essayant d'aider les autres à pouvoir faire des choses et on les fasse tout ensemble. Mais
Malheureusement, je crois qu'au fur et à mesure de mes années, c'est pas que je ne crois plus en l'homme, mais je pense qu'il y a du chemin. Il y a du chemin encore. Voilà. Si j'ai pu répondre à la question. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une question peut-être dans la salle à nouveau? Moi, j'aimerais rebondir sur les architectures participatives et les reconfigurations géodésiques. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'architectes qui commencent à s'inspirer des structures minérales et notamment, ce qui est assez intéressant, Chloé Davis s'est mise en scène, par exemple, sur les rives du lac de La Valette, a mis en place une prolongation à petite échelle de paysages environnants. Elle a créé des triangulations, obtenu des cristaux de glace qui s'étaient enfin, mis en place des formes de cristaux de glace qui s'étaient euh, dont elle s'était inspirée parce qu'elle en avait observé qui s'étaient formés sur les surfaces gelées de lacs environnants. Et toutes ces observations l'ont conduite à réaliser des recherches qui ont représenté les minéraux à travers la cristallographie. Et donc, je reviens à Alexia Antlofermo, qui justement a réfléchi sur les modélisations de cristaux. Elle analyse finalement la modélisation des minéraux comme la possibilité de diviser horizontalement et de mettre en œuvre finalement une réflexion sur ce que renferme le cristal lui-même et le minéral. Euh, ce, Cette réflexion l'entraîne à penser finalement différemment le minéral. Euh, Elle réfléchit notamment à l'idée que le minéral peut être finalement une forme de boîte noire où des données se seraient entrées et pourraient également ressortir sans que ce fonctionnement d'entrée et de sortie soit visible, ce qui impliquerait une représentation et une modélisation différente compte tenu de la connaissance de ces données. Euh, je rappelle que la réflexion sur la boîte noire a été donc inscrite dans une théorisation introduite par Norbert Wiener, qui désignait dans le cadre de numérique, du monde numérique finalement, le fonctionnement interne du minéral à travers son fonctionnement invisible, qui finalement entraîne une réflexion et une mise en interrelation avec la cybernétique, qui est cette science d'information et de régulation du vivant et de la machine. Donc, pour lui, le minéral, et donc c'est aussi la thèse d'Alexandre Ferro, pourrait être à l'image des boîtes noires informatiques, des formes de réceptacles qui pourraient non seulement renfermer des traces passées du vivant, mais aussi des informations qu'on pourrait décoder euh, concernant la structure même des opérations passées. Bah, disons qu'il y a sur la cristallo, il y a un élément très important, je l'ai un peu exprimé tout à l'heure, c'est que la manière dont va se former le cristal, forcément, correspond aux conditions de pression, de température et de développement qui ont pu se produire au moment de sa croissance. Donc, par le fait, le cristal renferme dans sa boîte noire des traces du passé. De la manière dont il s'est développé, c'est la réponse dans comment ça s'est passé. Donc déjà, sur le passé, je pense qu'on a à peu près répondu. La boîte noire, elle est dans le sens où si on s'intéressait de plus près à ce développement, on pourrait donc reconstituer bah, la manière dont il a pu se développer à l'époque. Voilà. Sur le fait d'enregistrer un ensemble d'éléments qui peut même aller plus loin que ça, si on va maintenant sur la cyber, etc., sur d'autres éléments,
je crois savoir aussi que le cristal peut devenir dans quelques années un élément important aujourd'hui dans les bases de données ou dans des choses comme ça. On est en train de réfléchir plus ou moins à exploiter les caractéristiques des cristaux justement pour pouvoir enregistrer des données de manière plus importante. Donc voilà, donc de toute façon, ça peut être un élément qui peut être au carrefour à la fois du passé et du futur dans les années qui viennent. Pour toutes ces raisons-là. Parce qu'il peut aussi stocker de l'information nouvelle. Oui, c'est ça. D'accord. Et voilà, donc, à travers votre métier, finalement, on découvre énormément de choses qui ne sont pas forcément liées uniquement à la vie fossile, mais Ah ben non. aussi. Non, non, du tout, du Bon. tout. Non, non, il y a plein d'autres éléments qui sont liés. Là, alors pour vous faire un élément en plus, par rapport à mes activités d'avant, là, je ne parle pas de ce que je fais maintenant, mais ce que je faisais il n'y a pas si longtemps, où je m'intéressais beaucoup aux risques naturels et par exemple aux éléments du littoral, par exemple, si je parle du littoral, qui est un élément aussi important que ce que je viens d'exposer aujourd'hui, qui est un élément de notre paysage qui va connaître quelques mouvements importants avec l'évolution du trait de côte. Et bien cet élément-là aussi, dans le contexte actuel et dans la manière de voir les choses, au point de vue pas forcément géologique, mais de géomorphologie, comme on l'expliquait devant, est un élément très important. Et pour faire comprendre aux populations qu'il va falloir faire des choix dans l'avenir, on utilise beaucoup le dessin, et la perception par le dessin et par l'image paysagère des choses. Ça veut dire que pour exprimer la perte d'un territoire, quelque chose qui va changer, qui va se modifier avec le temps, là, c'est un vrai élément poétique. C'est-à-dire que là, quand on est sur ces sujets-là, on a beau faire de la modélisation de submersion marine, de choses comme ça, pour expliquer aux gens que là, ici, il y aura de l'eau plus tard, que ça va disparaître, les territoires vont changer, les pôles d'air vont disparaître, qu'on va avoir des montées des eaux, qu'on va changer, que le paysage ne va pas changer. Les gens, quand on leur dit comme ça sur une carte et qu'on leur montre, ils ne comprennent pas, ou ils n'ont pas envie de comprendre. Par contre, dès qu'on se déplace sur le site, qu'on emmène quelqu'un qui a des notions de paysage, qui leur fait toucher les espèces, qui leur fait toucher les pierres, qui leur fait toucher un ensemble de choses, qui leur montre avec quelques dessins comment les choses pourraient changer et évoluer, d'un seul coup, on a une compréhension et d'un seul coup, on commence à se rendre compte de ce qui va changer réellement. Et ça va faire changer beaucoup de choses. Ça fait changer la vie des gens, ça fait changer la manière dont on va exploiter ces différents environnements. C'est-à-dire qu'à un moment, on a peut-être de l'élevage ici, on a peut-être de l'ostréoculture, on a peut-être plein d'autres choses, la conchyliculture, enfin, peu importe ce qu'on a comme type d'activité, peuvent évoluer, peuvent changer, même des marais salants qui peuvent évoluer, etc. Donc, il faut s'attacher à pouvoir exprimer les choses dans le changement, mais pas que dans le changement, mais dans la perception du changement. Donc, ça veut dire que la géologie, dans son ensemble, par la géomorphologie, qui est un élément qui est assez basique, que tout le monde peut comprendre, peut amener beaucoup de réflexions sur beaucoup de choses, et même sur l'aménagement du littoral, qui est un aménagement qui est autant architectural que d'aménagement paysager, que d'éléments qui vont modifier notre vie à tous, pour ceux qui sont près du littoral. Bien, Sébastien Jaffraud, merci infiniment pour cette belle intervention. Ben, merci aussi. Voilà, on se retrouvera avec Lucille et toute l'équipe de IHST. Merci. Et ça également qui a été très investi ce soir. Olivier, on s'est appelé également, mais d'un peu plus loin que la Sorbonne. Donc, on se retrouve. Je ne vous entends pas, là. J'entends un mot sur deux, je m'excuse, hein, j'entends un mot sur deux. Bon. Oui, C'est peut-être pas grave. vous disiez? J'entendais un mot sur deux, c'est pour ça. Je ne savais pas ce qu'on disait. Ah oui, d'accord. Donc, je disais simplement pour vous remercier très chaleureusement et que nous allions donc vous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle conférence, mais que malgré votre absence ce soir présentiel, on a quand même réussi à investir ce sujet, à l'approfondir et on sera vraiment très heureux de découvrir en détail le PowerPoint. D'accord, je vous remercie. Sébastien et bon établissement. Merci beaucoup. Au revoir.